merci déjà à vous tous qui avez pu nous rejoindre ce soir. Et si vous êtes arrivés à ce niveau, c'est parce que vous avez pu gérer votre emploi de temps professionnel pour pouvoir suivre cette formation. Et donc, nous allons terminer en beauté. C'est vrai que d'autres ont commencé cette semaine. C'est pas encore tard pour eux. Ils peuvent continuer jusqu'à la fin de la semaine et qui sait, la coordination pourra peut-être nous accorder un peu plus de temps. Alors, le point de notre activité de ce jour, ça sera tout simplement de faire un bref bilan de la 4e semaine. Et bien sûr, comme j'ai proposé, 3 ou 4 volontaires parmi vous pourront nous dire à peu près ce qu'ils ont pu retenir de toute la formation. Donc j'espère que au moins 4 personnes se sont préparées. Je n'ai pas voulu désigner les volontaires. J'ai voulu que les volontaires se désignent. Je sais que beaucoup de personnes, vous aurez tous quelque chose à dire. Mais nous n'allons pas vraiment prendre beaucoup de votre temps. Bien, alors nous allons commencer par présenter les activités de la semaine 4. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous le voyons. Bien. Oui, c'est visible. Très bien, merci. Bien, alors, notre activité, là, nous allons d'abord partager sur le chapitre 1, qui était, n'est-ce pas, l'analyse des ressources numériques pédagogiques. Analyse et évaluation des ressources numériques pédagogiques. Bien, le sous-titre que nous avons choisi ici, c'était quoi? Garantir la qualité pour un apprentissage efficace. Donc, nous voyons tous ici que cette activité, n'est-ce pas, elle pose un problème réel. Ce problème qui est tout simplement l'importance d'évaluer les ressources numériques pour s'assurer qu'elles contribuent positivement à l'apprentissage, à un apprentissage. Donc, voilà d'abord de quoi il s'agit. Maintenant, nous allons commencer par une activité brise-glace, qui est de savoir pourquoi évaluer les ressources numériques. Alors, de cela, je voudrais vous poser une simple question. Quelle est la ressource numérique pédagogique que vous utilisez d'habitude et pourquoi? Donc, j'aimerais que vous puissiez partager avec moi, n'est-ce pas, sur ce sujet. Quelle est la ressource numérique que vous utilisez d'habitude et pourquoi? Je sais que vous faites souvent des recherches avant d'aller dans votre salle de classe. Alors, partageons ensemble. La parole est à qui voudrait la prendre. Josia, nous vous écoutons. Vous avez ouvert votre micro. Oh. La ressource numérique que d'habitude, quotidiennement, que j'utilise, c'est YouTube. Pendant mes préparations. Oui, et pourquoi est-ce que vous l'utilisez? Là, je crois bien. Avant, j'ai cru bien que là, c'est vraiment des ressources vraiment très fiables. Oui, et comment est-ce que vous faites pour savoir que cette ressource est fiable? D'abord, il y a des auteurs et puis il y a beaucoup de vues et de partages. En plus, je confronte avec les données que je cherche avec Google en plus. J'ai fait beaucoup de confrontations avant de m'appliquer. Que ce sont des recherches fiables plutôt. Ok, vous dites que ce sont des recherches fiables.
n'est-ce Ouais. pas? Maintenant, dans ces recherches fiables, quels sont les éléments qui vous permettent de savoir justement que ce sont des recherches fiables? Ce sont des recherches fiables d'après son auteur. Oui, Ses nombres de partages et ses vues aussi. oui. Nombre de partages, les vues, l'auteur. Bien, nous allons déjà conserver votre réponse. Qui d'autre peut nous donner une réponse? Nous partageons tous ensemble, hein, donc c'est une communauté de partage actuellement. Sorel Mikwas a levé la main. Nous écoutons Sorel. Sorel, vous êtes là? Oui, moi d'habitude, oui. D'habitude, moi j'utilise les ressources, j'utilise beaucoup plus les ressources texte. Lorsque je fais une recherche sur Google et puis j'aime beaucoup plus m'appuyer sur les ressources texte PDF que j'enregistre sur mon téléphone et puis j'exploite pour préparer mes activités socio-éducatives. Bien. Donc, parfois, c'est des vidéos, mais beaucoup plus des textes jusqu'ici. Bon, c'est avec cette formation que, bon, je peux dire, j'ai une autre ouverture d'esprit pour m'appuyer également sur d'autres ressources. Mais jusqu'ici, jusqu'avant cette formation, c'était beaucoup plus les ressources textes. Ok, merci beaucoup pour le partage. Je vois que Monsieur Kwasi nous a dit qu'il utilise BBC Learning English, oui. BBC Learning English. Sans oublier YouTube, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous dire pourquoi et quel type de ressources il utilise? Oui, je voulais intervenir. Oui, nous vous écoutons. Ok, moi c'est Nyakwelama. Oui. Voilà, le plus souvent, moi j'utilise non seulement YouTube, mais aussi j'utilise des fois le groupe WhatsApp. Parce que nous avons suivi dans un premier temps, on a un groupe pédagogique, c'est-à-dire on a suivi une formation par rapport aux formateurs régionaux disciplinaires. Et par rapport à ça, nous sommes parvenus à mettre en place un groupe WhatsApp où nous échangeons un peu, chacun échange avec ses pairs, ce qu'il peut apporter aux autres. Donc, c'est ce que nous faisons le plus souvent. En dehors de ça, parfois quand il y a des cours, j'utilise YouTube. Il y a certains sites ou bien des vidéos éducatives, comme vous nous avez montré. J'étais habitué à utiliser, par exemple, C'est pas sorcier, il y a Télécrayon et d'autres. Mais à travers la formation que nous avons suivie, une fois de plus, j'ai approfondi mes connaissances. Voilà. Merci. Voilà, c'est ce qu'il y avait. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci encore. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a un partage? Je vois ici Kelly Majuting qui utilise des images, parfois des vidéos et plus des textes pris sur Google. Oui. Bien. Alors, vous voyez que nous tous, nous utilisons pratiquement les mêmes méthodes pour faire nos recherches. Mais maintenant ici, il est question de savoir comment orienter nos recherches et surtout, est-ce que la recherche que je vais chercher est bonne à utiliser? Maintenant, nous allons d'abord commencer par parler de quoi? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Vous voyez mon écran? Bien. Oui. Alors, nous allons parler des critères du choix de nos ressources.
Parce que c'est en fait de là que tout part. Nous devons nous poser la question de savoir qui est l'auteur, quel est le but, n'est-ce pas, de la ressource que nous allons visiter, quel est le site sur lequel nous allons chercher notre ressource. Alors, qui est l'auteur? Vous devez déjà vous renseigner sur l'auteur. Je crois que vous avez pris le temps de faire des recherches. Vous avez pris des renseignements sur les auteurs. Ou alors, par exemple, sur l'organisme qui a publié la ressource. Il est très important toujours d'identifier l'origine de la ressource. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr de la compétence de l'auteur? Ça aussi, c'est très important. Il faudrait bien sûr que ce soit quelqu'un de connu. Maintenant, est-ce que ce monsieur ou cette organisation publie souvent et est-ce que quand il publie, ces publications sont validées et par qui est-ce que les publications sont validées? Vous savez, nous avons par exemple l'Académie française qui peut publier, qui peut valider, n'est-ce pas, les publications des enseignants de français. Maintenant, quel est le but, n'est-ce pas, de la ressource? Vous savez très bien que les ressources que nous visitons actuellement sont pour la plupart à but lucratif, donc c'est-à-dire à des fins commerciales. Nous avons aussi des ressources éducatives, mais qui sont souvent entrecoupées par des publicités, pour nous qui aimons regarder les vidéos sur YouTube. Maintenant, l'objectif ici, c'est d'utiliser les ressources à des fins éducatives. Donc, nous devons toujours faire une comparaison avec ce que nous avons sur la main. Nous devons toujours regarder si le contenu de la ressource, n'est-ce pas, cadre avec notre programme d'enseignement. Maintenant, quels sont les sites qui sont référencés pour justement où nous devons prendre nos ressources? Nous avons bien sûr les sites spécialisés. Les sites spécialisés qui sont ceux qui sont créés par des organisations éducatives, les universités par exemple. Vous avez par exemple Khan Academy, vous avez des ressources des éditeurs pédagogiques. Nous avons des sites institutionnels. Alors les sites institutionnels, ce sont des sites tels que les sites des ministères. Comme dans chaque pays, il y a un ministère de l'éducation. Il y a des sites dans lesquels nous pouvons prendre des ressources. Mais sachez que ce n'est pas tous les sites institutionnels qui donnent des ressources pédagogiques. Il y a des sites institutionnels qui peuvent seulement donner des ressources à des fins d'information. Mais ces informations-là, nous pouvons aussi les utiliser, bien sûr, dans le cadre de la préparation de nos cours. Et cela nous amène justement à nous interroger sur les caractéristiques de ce site. Est-ce que l'auteur est clairement identifié? Est-ce que les références, c'est-à-dire les qualifications ou l'expertise de l'auteur sont facilement accessibles? Est-ce que les sources, est-ce que le site cite les sources? Est-ce que les informations sont objectives? Est-ce que les informations sont à jour? Et surtout, est-ce que le site web est conçu de manière professionnelle? Est-ce que ça indique souvent une source plus sérieuse et fiable? Donc, voilà en fait les critères de légitimité. Maintenant, est-ce que le contenu, n'est-ce pas, nous avons dit, est-ce que le contenu est à jour? Alors, comment est-ce que je fais pour vérifier si le contenu est à jour? Vous voyez que quand nous faisons nos recherches, par exemple, sur Google, nous voyons toujours la date. Sur les résultats qui sortent, nous voyons toujours la date de publication de la ressource. Je pense que chacun d'entre vous a déjà vu la date de la publication de la ressource, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Oui. Maintenant donc, Oui, oui. nous avons la possibilité d'aller plus loin en cherchant les ressources les plus récentes possibles. Alors, comment est-ce que je fais pour chercher si une ressource est récente? Je vais tout simplement aller sur Google. Bon, je vais essayer d'ouvrir une nouvelle page. Très rapidement, j'ouvre une nouvelle page.
Nouvel onglet, voilà, nouvel onglet. Bien, j'ai ouvert un nouvel onglet. Je suppose que vous le voyez tous. Oui. Alors, j'espère que vous voyez tout l'écran. Alors, je vais écrire quelque chose sur mon nouvel onglet. Par exemple, mouvement de translation. Moi, je suis déjà enseignant de physique. Mouvement de translation. Par exemple, alors, les résultats qui apparaissent ici, vous voyez bien que les résultats sont sortis, mais je ne suis pas toujours sûr de la date. Maintenant, moi, je veux les résultats qui sont le plus récents possible. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez les différents lanceurs qui sont ici. Vous avez tous, vous avez images, vous avez vidéo, vous avez courte vidéo. Vous avez forum, vous avez nouvelles, ainsi de suite. Même sur votre téléphone, sur votre smartphone, ces onglets apparaissent. Maintenant, il y a la partie qu'on appelle outils. J'espère que vous voyez cette partie-là. Quand je clique sur cette partie, sur cet outil, il y a une autre petite barre qui apparaît. Et vous n'avez la possibilité de le faire que quand votre Google Chrome est à jour. Alors, dès que j'ai cliqué sur outils, cette petite barre est apparue en bas. Je reclique dessus pour que ça disparaisse. Je clique dessus. Là-bas, il y a une nouvelle barre qui est sortie. À tout moment, il y a tous les résultats, il y a recherche avancée. Maintenant, je clique tout simplement sur à tout moment. Alors, vous voyez que, comme à tout moment est apparu, moi, pour être sûr d'avoir le maximum de résultats possibles, c'est-à-dire un meilleur résultat possible, je vais cliquer sur l'année dernière. Ça veut dire que vous devez prendre des résultats qui datent de moins d'un an. Si vous cliquez sur le résultat qui date de la dernière heure, vous n'aurez pas un grand éventail. Si vous cliquez sur les résultats qui datent des dernières 24 heures, l'éventail va s'élargir, mais ça ne sera pas assez pour vous. Donc, il est mieux toujours de choisir les résultats datant de moins d'un an. Donc, quand je clique sur l'année dernière, vous avez accès à des résultats qui sont, dans la plupart des cas, qui ont été publiés même la veille, si je peux dire ainsi. Alors, je vois ici cinématique, entre parenthèses, débutant, mouvement de traduction. Bon, ils ont dit traduction. Bon, alors vous voyez la date, c'est 6 décembre 2024. Donc, pour faire une recherche récente, vous allez simplement dans les outils de recherche. Bien. À ce niveau, j'espère que je me suis fait comprendre. Ouais. Ouais. Bien. Alors, maintenant, nous allons voir la partie où nous parlons de l'objectivité et l'exactitude des résultats. C'est souvent ça qui est important. Objectivité et exactitude des résultats. Alors, objectivité et exactitude des résultats. Est-ce que quand nous faisons nos ressources, est-ce que nos résultats sont objectifs? Est-ce que les résultats sont impartiaux? Nous voyons ici une loupe. Une loupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça montre que est-ce que la recherche là que je fais, est-ce que les résultats là sont bons? C'est la recherche entre guillemets je peux dire de la vérité, si on peut dire ça ainsi. Alors, fiable, est-ce que c'est neutre? Objectivité, est-ce que c'est neutre? Et identifier des événements, il faut identifier, n'est-ce pas, des éventuels partis pris. Nous devons éviter de prendre parti quand nous devons prendre des ressources pour enseigner. Distinction entre options et faits. Donc, ça veut dire que nous devons séparer les jugements personnels des informations vérifiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand nous prenons nos ressources, nous devons nous assurer que les informations que nous prenons sont vérifiables. Pour des enseignants, par exemple, d'histoire géo, quand nous parlons de la Deuxième Guerre mondiale ou nous parlons de la Première Guerre mondiale, les résultats qui sont là sont vérifiables, n'est-ce pas? Est-ce que les résultats sont exacts? Oui, si c'est exact. Est-ce que les informations sont correctes et vérifiables? Oui. Est-ce que les ressources citées sont fiables? Oui. Alors, lorsque nous avons tout ça,
nous pouvons donc utiliser, n'est-ce pas, ces ressources-là pour aller dispenser nos leçons à nos enfants. C'est pour ça qu'on dit que l'évaluation des ressources ici, c'est un impératif. C'est vraiment un impératif parce que ce sont des informations que nous donnons aux enfants. Nous devons former des jeunes qui demain seront aussi capables de former d'autres. Alors si nous leur mentons en prenant des ressources qui ne sont pas bonnes, nous sommes sûrs que nous allons droit vers un mur. J'espère qu'à ce niveau, nous avons compris, n'est-ce pas, le contenu du chapitre 1. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, oui. Merci. Bien, est-ce que nous avons des questions en attendant que nous passions la parole à notre collègue référent Hervé Cyril Motte? Des questions? Ok. Oui, est-ce que Esther a une question? Nous vous écoutons. Ouais. Bonsoir. Déjà, merci pour ce programme. Très éducatif et instructif. Esther, nous ne vous suivons pas. Merci pour ce programme qui est très éducatif et instructif et qui nous permet de mieux nous professionnaliser. Ma préoccupation est la suivante. Oui. Je suis professeur de langue, par exemple, professeur d'espagnol. Oui. Et à notre niveau, je pense que c'est un peu compliqué de trouver des ressources parce que lorsque je travaillais sur mon cas pratique, j'ai pris une ressource et la date était de 2014. Et c'est une leçon, c'est une notion qui est enseignée jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne savais pas qu'il fallait remonter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour arriver au niveau de l'actualité de la ressource. Donc, c'est un élément que j'ai retenu et j'aimerais savoir s'il faut toujours en faire ainsi parce que la grammaire, par exemple, est comme les mathématiques. 2 plus 2 égale 4, ça ne change pas. Et c'est pour ça qu'il faut aller vérifier les sources, les ressources pour pouvoir enseigner les notions qu'on a choisies. C'est ma préoccupation. Bien, bien. Je vais vous répondre. Je comprends tout à fait votre préoccupation. Vous devez savoir que pour l'enseignement des langues, parce que je parle parce que j'ai eu à travailler justement avec des enseignants de langue, espagnol, allemand, italien. Les ressources restent d'actualité, même si elles ont été publiées 10 ans plus tôt. Parce que justement, en appliquant cette méthode-là, il a été très difficile de trouver des ressources actuelles, pour ne pas dire des ressources récentes. C'est pour ça que pour les enseignements des langues, les ressources sont toujours d'actualité, même si elles ne sont pas récentes. Donc, moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux enseignants de langue que lâchez-vous. Prenez les informations que vous voulez, mais pourvu que les informations cadrent avec votre programme d'enseignement. Donc, à ce niveau, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Vous n'avez pas toujours besoin de le faire. De temps en temps, vous pouvez le faire. Mais si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, c'est-à-dire les informations récentes, c'est-à-dire des ressources récentes, vous pouvez utiliser des ressources, même si elles ont été publiées 10 ans plus tôt, parce qu'elles restent toujours d'actualité. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. Je vais passer le témoin à notre collègue référent, Hervé Cyril. Hervé Cyril, bonsoir. Bonsoir, Christian.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère qu'on me suit. On vous suit très bien. On vous suit, monsieur. Ok, je vois encore quelques doigts qui sont levés. Peut-être que nos collègues ont des préoccupations. Je vois Esther, je vois Sorel. Est-ce qu'elle pourrait prendre la parole avant que je ne continue? Oui, moi, ma préoccupation, c'est celle de savoir. En fait, j'ai eu une difficulté pendant que je réalisais le cas pratique numéro 4. La difficulté, c'était celle de retrouver l'organisme. La vidéo que j'ai exploitée, j'ai voulu savoir l'organisme qui publie la vidéo, mais je n'ai pas pu retrouver. Maintenant, je voudrais donc savoir, est-ce que toutes les vidéos qu'on publie sur YouTube sont, si c'est par exemple un individu qui publie à son propre compte, est-ce que forcément il a besoin pour que ces vidéos soient fiables? Est-ce qu'il a besoin d'avoir l'accord d'un organisme pour les publier? Parce que moi, je n'ai pas pu retrouver l'organisme qui a publié la vidéo de l'auteur que j'ai exploité. Donc, c'est la difficulté que j'ai eue. Ceux qui publient, est-ce que c'est possible d'abord de publier sans avoir le couvert d'un organisme Et merci pour cette préoccupation. On va commencer à répondre par la dernière question. Est-ce que c'est possible de publier sans avoir le couvert d'une organisation authentifiée? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur les réseaux comme YouTube. Parce que sur YouTube, tout le monde publie. Mais le plus important ici pour l'enseignant, pour l'éducateur, pour le formateur, c'est de répondre à la question de savoir est-ce que la ressource que je suis en train d'utiliser transmet des informations qui sont exactes, qui sont vérifiables. Pour faciliter la recherche à ce niveau, c'est la raison pour laquelle on voudrait vous orienter vers des sources qui sont authentifiées. Mais il est tout à fait possible qu'on trouve sur YouTube, sur les autres réseaux sociaux, des ressources qui ne soient pas... Une fois qu'on a vérifié peut-être avec ses connaissances d'enseignant ou alors avec le croisement de sources. Si par exemple, après examen des informations que la source contient, et après croisement de ces informations avec d'autres sources, on trouve que ces informations sont exactes. Parce que n'oubliez pas, on peut faire ces croisements. Maintenant, on va se poser la question de savoir comment utiliser cette ressource. Là également, c'est très important. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à cette question. Oui, ça va. Ok, merci. Actuellement, il y avait le doigt de Esther qui est toujours levé. Est-ce que Esther a fini avec sa préoccupation? Je crois que c'est un ancien doigt. On va continuer avec l'utilisation des réseaux sociaux pour trouver des ressources. Tout à l'heure, certains collègues ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans le domaine des langues, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des ressources alors que c'est difficile. Alors, l'une des choses que nous avons appris pendant ce MOOC, ou que nous sommes en train de prendre, c'est d'apprendre, c'est le réseautage. Vous voyez que nous sommes dans un groupe, par exemple Facebook, nous sommes sur la plateforme EDX, on encourage des discussions entre collègues. C'est très important parce que ça nous permet de créer des réseaux. Vous avez vu par exemple une publication sur Facebook où on demandait le nombre de personnes ou alors le nombre de collègues qu'on a pu ajouter à notre répertoire, à notre liste d'amis. Ce n'est pas anodin parce que ça nous permet de réseauter. Alors, peut-être qu'on va vous poser cette question.
Est-ce que vous avez pu réseauter ou alors est-ce que vous êtes en train de réseauter pendant cette formation? Si oui, vous faites comment pour vous connecter aux collègues, pour les ajouter dans vos listes d'amis? Vous avez la parole, hein? C'est un échange. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour nous dire comment lui, il fait son réseau? Nous avons Farah qui a levé la main. Farah, vous avez la parole. Oui, salut. Donc moi, principalement, je me connecte à mes collègues via LinkedIn, puisque c'est un réseau dédié aux relations professionnelles. Donc, les relations ou bien les connexions se font principalement là-bas. Ok. Merci beaucoup pour ce partage. Ça nous permet de découvrir ce réseau pour certains d'entre nous qui ne l'utilisent peut-être pas. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole pour nous dire comment lui il réseaute? On a déjà vu LinkedIn, qui est un réseau professionnel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok. S'il n'y a personne d'autre, on continue. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des ressources? C'est important parce que nous avons nos collègues qui sont peut-être plus avancés que nous dans le domaine de la recherche. Nous avons des collègues qui sont peut-être plus documentés que nous, c'est-à-dire qu'ils ont des informations plus que nous. Nous avons des collègues qui ont des réseaux plus étendus que les nôtres. Il est très facile donc par ce canal de découvrir de nouveaux contenus pédagogiques, peut-être de nouveaux contenus innovants. Peut-être c'est aussi facile par ce canal ou alors par ces réseaux de partager nos propres créations. Vous avez vu comment vous êtes en train de partager vos cas pratiques. C'est-à-dire, on vous demande de partager sur EDX, on vous demande de partager sur Facebook. C'est une manière également de collaborer avec les autres collègues, surtout lorsqu'ils nous font des retours et que nous leur faisons des retours. Maintenant, quels sont les réseaux sociaux qu'on peut utiliser? Déjà, notre collègue Farah nous a parlé de LinkedIn. On ne sait pas si tout le monde connaît LinkedIn, si vous avez déjà ouvert un compte là-bas, si ça fonctionne. Peut-être qu'on va s'arrêter Moi, un je ne peu pour connais vous pas. écouter. Moi aussi. Ok, merci. Peut-être, ok, Moi, je connais, mais je n'ai pas de... ok. Peut-être qu'après cette réunion, on pourra publier quelque chose concernant LinkedIn, mais c'est un réseau social très dynamique et professionnel. On a la possibilité de rencontrer beaucoup de collègues là-bas. On a la possibilité de partager beaucoup de choses avec eux. On vous encourage à vous connecter. Peut-être qu'on va mettre un lien ou alors une publication à propos de LinkedIn pour que vous puissiez découvrir ce réseau professionnel. Il est très intéressant. Bon, pour partager mon expérience avec vous, j'ai déjà eu à travailler avec des collègues là-bas sur des projets sérieux. Donc, on vous encourage beaucoup à utiliser ou alors à ouvrir des comptes sur LinkedIn. Mais il y a également un réseau qu'on appelle TikTok. Alors, je suis presque sûr que Allô, Cyril, vous êtes avec nous? Allô, est-ce que Cyril est avec nous? Allô? Cyril doit connaître des petits soucis techniques. Ah,
Il a quitté? Il a des problèmes techniques sûrement. Ça peut arriver. Bien. Ouais. En attendant qu'il nous revienne, il était en train de parler de TikTok, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Il était en train de parler de TikTok, donc je crois que chacun d'entre nous connaît TikTok. Nous allons toujours regarder des vidéos là-bas, des vidéos courtes, et c'est vraiment pour des vidéos courtes. Alors, qu'est-ce que nous aimons regarder sur TikTok? Ça, c'est déjà la question que je vais nous poser. Qu'est-ce que nous aimons bien regarder sur TikTok? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? La parole est à qui voudrait la prendre? Qu'est-ce que nous aimons bien regarder sur TikTok? Généralement, Bonsoir tout le monde. Bon, pour moi, sur TikTok, j'aimerais regarder des tutoriels. Par exemple, comment faire des tableaux logiciels, etc. Surtout en informatique. Et nouvel apprentissage, quoi. Bon, contrairement aux autres qui passent tout le temps à regarder des films, des choses qui n'ont aucune importance. Moi, c'est plutôt, je l'utilise pour un but éducatif. Oui. Mais par la même occasion, j'aimerais également qu'on nous parle de la plateforme EDX. Parce que moi, j'ai un problème vraiment pour y accéder. Ah, vous avez des problèmes pour y accéder. Quel est le problème exact que vous avez? Bon, je ne sais pas, je veux y accéder, mais je ne sais pas comment faire. Bon, la fois passée, à la 3e session, je parvenais à y accéder, mais cette fois-ci, je rencontre beaucoup de problèmes. Vous êtes, en fait, moi, j'ai reçu un message il y a 2 ou 3 jours disant qu'il y avait un problème de fibre optique. Je ne sais pas si vous avez aussi le même problème de votre côté. Oui, oui. Le problème de fibre optique, ça veut dire que le réseau est très perturbé. Donc, actuellement, là, je suis en train d'utiliser un réseau satellitaire. C'est pour ça que je peux avoir une bonne connexion. Mais en utilisant le réseau de la fibre optique, ça va être assez difficile. C'est vraiment perturbé parce que si vous avez déjà pu accéder à la plateforme EDX, et je ne vois pas quel est le problème qui vous empêcherait d'y retourner. Donc, ça doit être un problème de fibre optique. Bien. Qui d'autre aime? Qu'est-ce que nous aimons regarder encore sur TikTok? Moi, personnellement, avant, j'aimais toujours regarder les petites vidéos amusantes sur TikTok. Les vidéos des personnes qui font la comédie. Mais c'est justement avec cette formation-là que j'ai appris qu'on pouvait même voir des vidéos éducatives sur TikTok. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Maintenant, vous avez aussi YouTube, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. YouTube, n'est-ce pas? Qui est un réseau social qui est bien connu. Là-bas dedans, nous regardons des vidéos, puisque YouTube a des contenus multilingues. Et ces contenus-là, nous avons des vidéos longues, nous avons des vidéos courtes. Je crois que c'est même l'une des plateformes par excellence où on veut apprendre quelque chose. Donc, nous regardons des tutoriels. En fait, là-bas, vous avez une large gamme de choix pour regarder ce que vous voulez. Et je peux dire que c'est bon pour les enseignants de langue, les enseignants d'histoire, mais les enseignants de sciences aussi sont invités. Il suffit juste de savoir, de vraiment orienter notre recherche. Nous pouvons aussi utiliser YouTube pour faire des lives. Alors, comment faire des lives? Par exemple, nous sommes en train de communiquer sur Google Meet. Les plateformes comme Google Meet ont une capacité limitée. Les plateformes comme Zoom ont une capacité limitée. Alors, lorsque nous ne pouvons pas accueillir un certain nombre de personnes, ça dépend. Lorsque nous ne pouvons pas accueillir un certain nombre de personnes, nous pouvons simplement par la même occasion mettre en live de façon à ce que ceux qui vont accéder à ceux qui vont accéder à la visioconférence ne pourront la faire que sur YouTube. Et là, ils pourront partager leurs commentaires à partir de YouTube. Donc, ça veut dire que la personne qui organise la réunion sera partagée entre suivre la visioconférence sur Google Meet ou sur Zoom et sur YouTube. Parce que là-bas, il va simplement recueillir
les commentaires des auditeurs. Bien. Alors, je crois que nous avons brossé en quelque sorte parce que notre collègue a vraiment brossé les réseaux sociaux. Je ne vais pas lui emboîter le pas. Nous devons, après tout ça, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle une collaboration et des partages locaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le collègue a dit tout à l'heure, après que nous ayons pris nos ressources, nous pouvons agir localement dans des groupes WhatsApp. Vous voyez bien que cette image affiche quoi? Il affiche des groupes WhatsApp. Nous pouvons agir sur WhatsApp, nous pouvons travailler par exemple sur Telegram. Nous pouvons travailler sur WhatsApp, nous pouvons travailler sur Telegram. Je crois que nous tous, nous connaissons Telegram. Qui a déjà entendu parler de Telegram? J'ai déjà entendu, mais jamais utilisé. Moi, je connais. Oui, Telegram. Oui, je connais Telegram. J'ai jamais vraiment utilisé. Oui, Telegram, c'est un réseau social exactement comme WhatsApp. Moi, je connais bien Telegram, nous l'utilisons. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de découvrir tous ces réseaux sociaux-là. Donc, nous avons WhatsApp, nous avons Telegram. Découvrez et vous pourrez aussi travailler. Il y avait avant, je ne sais pas si ça existe encore, un réseau social qu'on appelait IMO. Je ne sais pas si ça existe encore. Hein. IMO, ça existe encore. Pardon? On l'emploie plus. Ça existe jusqu'à présent, mais souvent, ce n'est pas employé. C'est voilà. plutôt Telegram qui est en vogue. Bon, même il y a le réseau Signal, bon, qui n'est pas très connu également. Bien, vous voyez que donc avec vous, j'apprends. Ce n'est pas seulement vous qui apprenez de moi, mais moi aussi j'apprends de vous. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est pour le partage des expériences, c'est pour le partage des bonnes pratiques pour l'enseignement. Et vous allez constater que autant je communique avec vous, j'apprends aussi de vous. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, que vous connaissez. Vous comprenez maintenant d'où vous comprenez pourquoi on parle de réseaux sociaux, le réseautage. Le réseautage, ce n'est pas seulement avoir des amis sur Facebook ou bien sur Instagram ou sur TikTok, mais le réseautage, c'est aussi ce partage-là de connaissances. Localement ne veut pas seulement dire dans son pays, non. Localement veut dire aussi, par exemple, dans un groupe WhatsApp, comme la chaîne WhatsApp que nous avons. C'est juste que la chaîne WhatsApp que nous avons, les administrateurs diffusent des informations. Mais si c'était un groupe WhatsApp, là, il y aurait un échange entre nous. Les échanges vont dans un seul sens là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, voilà en fait ce que nous devons savoir sur les réseaux sociaux. Bien, j'espère que notre frère, notre collègue Hervé Cyril nous a rejoints. Hervé Cyril, vous êtes avec nous? Il est là, mais il a des difficultés. Bon, c'est pas grave. Ah ok, il vient d'écrire. Il dit Telegram c'est comme WhatsApp avec des fonctionnements très avancés. On peut télécharger Telegram sur Play Store. Alors, il vous invite à aller sur Play Store et à télécharger Telegram. Donc, chacun d'entre vous ira sur Play Store et va télécharger Telegram. Alors, Telegram, l'icône de Telegram, n'est-ce pas? Alors, l'icône de Telegram, c'est un petit avion en papier dans un cercle bleu. Petit avion blanc en papier dans un cercle bleu. Quand vous allez sur Play Store, vous n'allez même pas vous tromper. Par exemple, pour ces applications réseaux sociaux peuvent également être téléchargées et installées dans les Windows. Absolument. Dans les ordinateurs portables Windows. Merci beaucoup, Ibrahima. Même avec les MacBooks aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la précision. C'est même très important. Vous devez savoir que quand vous avez une version de Windows 10 qui est à jour, par exemple,
vous pouvez télécharger Telegram sur Microsoft Store. Microsoft Store. Vous pouvez télécharger sur Microsoft Store et vous l'installer. Telegram, Facebook, vous téléchargez ça, vous installez dans votre ordinateur. WhatsApp, vous pouvez télécharger. Donc, au lieu d'aller utiliser WhatsApp Web, au lieu d'utiliser Telegram Web, ou bien au lieu d'être connecté sur Facebook Web, vous pouvez directement télécharger ça sur l'application Microsoft Store. Vous allez voir, pour ceux qui ont une version à jour de Windows 10, vous allez voir une petite icône en bas avec un petit sac de marché, avec 4 fenêtres, rouge, bleu, jaune, vert, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire ce téléchargement-là. Bien. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne passe à la communauté de pratique maintenant pour savoir les échanges? Si notre collègue Ibrahim a quelque chose à ajouter, nous allons lui donner la parole. Bon, peut-être de façon un peu avancée, bon, pour parler un peu des ressources, de la fiabilité, bon, ma collègue Hervé, non, c'était Estelle, bon, qui parlait par exemple, d'une ressource qui dépend de 2014, par exemple. Bon, une ressource peut dater, même avant 2014, une ressource peut dater de 2010. Mais tant qu'il n'y a pas eu une nouvelle ressource récente, on peut vraiment utiliser la ressource qui date de 2010 ou de 2014. N'est-ce pas? Et pour ce qui concerne également... pardon? Vous m'entendez? Bon, par rapport, par exemple, à l'organisme qui a publié une ressource, l'organisme peut publier une ressource comme les Nations Unies, comme AIF, etc. Mais également, une personne, comme un docteur, ou bien un doctorant également, mais un docteur peut également publier comment dirais-je, peut publier ses écrits dans sa page YouTube, n'est-ce pas? Quelqu'un peut ouvrir YouTube à son nom et publier ses recherches, n'est-ce pas? Mais ça doit être fiable. Par exemple, quand on parle, par exemple, des ressources, bien des mémoires de Cheikh Anta Diop, tout le monde en Afrique connaît Cheikh Anta Diop. Il y a également d'autres savants, que ce soit béninois ou sénégalais ou maliens également, ils peuvent, dans leur YouTube, publier les ressources. Et ce sera des ressources qui sont vraiment fiables, qu'on pourra vraiment utiliser. N'est-ce pas? C'est ça que je voudrais employer. Et dire qu'également, pour les réseaux sociaux, il y en a plusieurs, parce qu'il y a LinkedIn, il y a, comment dirais-je, TikTok, il y a Telegram. Le Telegram est un réseau que, comment dirais-je, les djihadistes employaient avant. Parce qu'on ne pouvait pas le tracer. Tu bailles. On ne pouvait pas l'identifier. Mais actuellement, je ne sais pas, avec le nouvel paramètre, est-ce que cela existe jusqu'à présent ou pas. Mais c'est un réseau social qui est vraiment solide, très sophistiqué. Et au Sénégal, c'est ce que nous avons, à part WhatsApp, c'est ce que nous employons, n'est-ce pas, pour échanger des documents, échanger des fiches, échanger des ressources numériques, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Ibrahima. Merci beaucoup pour le partage. Bien. Alors, on dit ici, Saïd nous partage, il dit on peut utiliser H5P pour prendre des vidéos sur YouTube, pour rendre les vidéos interactives. Oui, comme notre collègue a dit, si vous voulez publier du contenu, vous pouvez aussi le faire vous-même sur YouTube. Alors, Adèle Clémence, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas par qui on va commencer là maintenant. Adèle Clémence. Allô?
Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous Oui, vous bonsoir à écoutons. tous. Bonsoir. Oui, excusez-moi de revenir sur l'activité pratique de la semaine 1 qui portait sur YouTube. Bref, comment télécharger une vidéo sur YouTube. Ma préoccupation est de savoir la vidéo que je télécharge sur YouTube, comment est-ce que je sais si elle est libre de droit? Bien. Comment est-ce que je sais si la vidéo que j'ai téléchargée sur YouTube, je peux l'exploiter sans souci? Merci. Je vais vous apporter un élément de réponse. Bon, peut-être même que je vais vous répondre. Alors, pour télécharger une vidéo sur YouTube, nous avons deux canaux d'abord que nous utilisons. Parce que soit vous utilisez votre téléphone, votre smartphone pour télécharger une vidéo sur YouTube, soit vous utilisez votre ordinateur pour télécharger une vidéo sur YouTube. Alors, les deux méthodes sont bien différentes. Déjà, les vidéos sur YouTube, à ma connaissance, les vidéos sur YouTube sont libres de droit. Donc, on peut les télécharger. Maintenant, comment les télécharger? Pour télécharger une vidéo sur YouTube, à partir de votre ordinateur, vous allez dans la barre d'adresse. Dans la barre d'adresse, vous avez l'adresse qui est écrite https://www.youtube.com et en fait le lien de la vidéo que vous êtes en train de regarder. À ce niveau, vous mettez votre curseur entre le point et Y. Donc ça veut dire qu'après le 3W, vous mettez votre curseur entre le point et Y. Et là, vous y ajoutez 2S. J'ai bien dit 2S, ça veut dire que vous écrivez SS. Quand vous écrivez SS, vous cliquez sur Entrée, ça va vous rediriger vers une autre page. Cette page-là, quand elle va apparaître, vous allez tout simplement voir, bon, l'interface de cette page est en couleur blanche avec des petits dessins en vert. Alors, ça ne peut peut-être pas marcher chez tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche à 70-80%. Dès que vous voyez cette interface apparaître, vous allez voir la vidéo apparaître et vous allez voir un petit onglet qui dit télécharger. Là, vous allez pouvoir télécharger. Maintenant, si vous utilisez votre téléphone portable, c'est un peu votre smartphone, c'est un peu plus difficile. Alors, je vous invite à aller télécharger l'application VidMate. J'ai envoyé le nom de l'application dans le chat box. Ce n'est pas une application qu'on télécharge sur Play Store. Si vous téléchargez sur Play Store, l'application que vous allez télécharger sur Play Store ne pourra pas vous permettre de télécharger les vidéos sur YouTube. J'ai bien dit VidMate, comme j'ai écrit, vous avez vu dans le chat box, c'est écrit VidMate, V-I-D-M-A-T-E. Quand vous allez, c'est-à-dire que vous êtes sur Google, dans la barre de recherche, vous écrivez vidmate.apk. Quand vous écrivez ça, ça va vous orienter. Les ressources qui vont apparaître, vous allez choisir une ressource. Cette ressource-là, je vais vous la dire, c'est Maladiva. Maladiva. Quand vous êtes sur Maladiva et que vous tentez de télécharger, ça va vous avertir que ce que vous tentez de télécharger là peut endommager votre téléphone. Ils vous disent ça, mais pourtant c'est la bonne ressource. Ça veut dire que vous devez faire confiance à cette ressource. Parce que les autres ressources que vous allez trouver ne vont pas vous donner cet avertissement. Et quand vous allez télécharger, ça ne va pas fonctionner. Or, dans Maladiva, ils vous avertissent que cette ressource peut endommager votre smartphone. Voulez-vous quand même télécharger? Vous téléchargez. Dès que vous téléchargez, l'application, vous l'installez dans votre téléphone. Dès que vous l'avez installé dans votre téléphone, vous pouvez maintenant utiliser cette application-là pour télécharger les vidéos sur YouTube. Maintenant que vous l'aurez fait, je vous invite à l'utiliser. Vous allez vous-même apprendre à utiliser ça. Parce qu'on dit souvent, vous pouvez lire. Votre téléphone, votre ordinateur vous parle. Lisez tout simplement les informations que votre appareil vous renvoie.
et faites ce qu'ils vous disent. Donc, dès que vous avez utilisé cette application, je vous assure que vous pouvez avoir tout genre de vidéos que vous voulez et je vous garantis que c'est une très bonne application parce que je l'utilise tout le temps. Oui, professeur. Merci beaucoup. Oui, Ibrahima. Oui, pour les ordinateurs également, les ordinateurs portables bien fixes, on peut également télécharger YouTube Downloader. YouTube Downloader HD. Bon, c'est l'application. Bon, après, si on veut télécharger un film sur YouTube, on copie le lien qu'on colle sur l'application et on continue le téléchargement. Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, encore des questions? Allô, Edouard. Allô, Edouard et Roman. Une préoccupation? Bien. Est-ce que Josia a quelque chose à nous dire? Ok. Bien. Sorel et Esther, vous avez quelque chose à dire? Je commence par qui? Oui, moi, je voudrais savoir, en fait, la conduite, si on peut avoir des précisions sur la conduite à tenir pour ceux d'entre nous qui ont fini les cas pratiques. Peut-être qu'il faut également parler de ceux qui n'ont pas fini. Je plaide pour eux, mais je commence par moi, par mon cas, pour dire quelle est exactement l'attitude à avoir maintenant que nous avons fini avec les cas pratiques. Quelle est l'attitude à avoir? Oh, j'ai vu qu'il faut rester actif sur les différentes plateformes. Maintenant, quand on a terminé ces cas pratiques, qu'est-ce qu'on fait pour rester actif? Qu'est-ce qu'on fait pour rester actif? Et pour ceux qui n'ont pas terminé également, je peux embrayer là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que je vois qu'il y a beaucoup qui sont encore à la traîne. Bien. Nous allons donner la parole à Hervé Cyril. Je crois qu'il nous est revenu et ça s'est rétabli. Hervé Cyril. Hervé Cyril, nous vous écoutons si vous êtes là. Il a sûrement des problèmes de connexion. Bon, je vais répondre en attendant qu'il reprenne la main. Ok, il a repris la main. Nous vous écoutons, Cyril. Merci. Merci pour la parole donnée. J'espère qu'on me suit maintenant. Oui. Je suis suivi. Oui, je suis là. Je suis là. Donc, la question qui a été posée est une question intéressante. Je crois que... Oui, ça va maintenant? Ça va maintenant? Oui, oui. Oui, ça commence à se rétablir. Ça se rétablit progressivement. Allô? Oui, ça va. Ok. Oui, oui, ensuite. Donc, j'étais en train de dire que la question que notre collègue... Ok. La question que notre collègue, peut-être qu'on n'a pas pris en compte ses retours, ses commentaires, c'est peut-être le moment de les prendre en compte. Voilà. S'améliorer à ce niveau. Ok. Ok. J'étais en train de dire que la question qui vient d'être posée est une question importante. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a fini? Maintenant qu'on a fini, pour ceux qui ont fini les 4 semaines, ils peuvent revenir sur la plateforme Facebook, voir les retours qui leur ont été faits, les lire pour voir dans quelle mesure améliorer leurs travaux.
Ils peuvent faire la même chose sur la plateforme EDX. Maintenant, ils peuvent aussi faire un travail de vérification au moment également de faire des révisions. Vous savez que la formation a été encadrée pendant 4 semaines et parfois on y va au pas de course. On peut maintenant revenir sur les ressources, les cours qui ont été donnés, les PDF, essayer donc de les relire doucement et maintenant voir s'il y a des points d'ombre, surtout au niveau de la pédagogie ou alors du développement professionnel, voir s'il y a des choses qu'on n'a pas bien comprises, les références sont encore là, leur poser des questions et échanger. Maintenant, si tout cela a été fait, n'oublions pas qu'il y a un examen de certification qui va arriver peut-être au mois de juin, juillet. On ne sait pas, nous aurons des précisions de la coordination. Le son s'entrecoupe. Il faudrait également bien préparer cet examen. Donc, il faut rester actif pendant cette période, revenir vers revenir même vers la coordination. Est-ce que j'ai... Non, vous n'êtes pas suivi parce que ça coupe. Allô? Ok. Ah. Je vais... On arrive à vous suivre la fin. Le son s'entrecoupait. Oh là là. Ok, je propose que Christian prenne la parole et puis je vais écrire dans le chat. Peut-être que ce sera... Okay, merci beaucoup. Bien, ce que Hervé Cyril disait, c'est que vous pouvez continuer à lire vos cours parce que, comme il a dit, c'était vraiment rapide. C'était rapide et avec vos obligations, vous n'aviez pas le temps de tout lire. Donc, prenez juste le temps de relire vos leçons. Maintenant, pour ceux qui sont à la traîne, il ne se fait pas tard pour eux. Au contraire, c'est même l'occasion pour eux de prendre le temps de lire. Il est seulement important que vous finissiez votre lecture et que vous fassiez tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les cas pratiques, de faire les QCM. Parce que après cela, il y aura un examen de certification. Cet examen de certification portera sur tout ce que vous avez vu. Et il est important que même si vous avez fini maintenant, prenez le temps de relire de temps en temps parce que la plateforme reste ouverte jusqu'à ce que l'examen arrive. Et n'oubliez pas, n'hésitez surtout pas, si vous avez une difficulté, nous sommes là pour vous. Donc ça ne veut pas dire que l'accompagnement est fini. L'accompagnement n'est pas fini. C'est juste que si vous avez des difficultés, nous restons disponibles pour vous aider. Moi, j'aime qu'on me dérange. Même à 2 heures du matin, on peut me réveiller. Je me réveille pour travailler. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, n'ayez aucune crainte. Ceux qui n'ont pas encore terminé, terminent leur formation, qu'ils terminent leur cas pratique. Ceux qui ont déjà terminé, de temps en temps, revenez lire. Revenez lire. J'espère qu'on a répondu à votre question, Sorel. Vous voulez intervenir? Oui. Ok, moi tout de suite j'ai eu des difficultés et j'ai perdu du temps, je ne vous ai pas suivi longuement et j'ai bien à peine de me reconnecter. Mais moi en pratique, j'avais déjà signalé, j'ai eu tellement de difficultés à tel point que je n'ai pas pu faire 2 cas pratiques. Et au niveau du QCM de la semaine 3, par erreur d'inattention, au lieu de soumettre, j'avais enregistré. Et depuis lors, je passe à tous les moyens pour réinitialiser pour que je puisse envoyer, mais je ne parviens pas. Et cela affecte ma progression. Quand je vois la progression, rien ne change, je suis en retard par rapport aux autres.
Je voudrais que vous m'aidiez pour que, sur tous les cas pratiques, là, je puisse les envoyer. Bon, pour votre problème, nous allons soumettre votre requête au niveau de la coordination pour qu'ils puissent essayer d'arranger cela. Et pour les autres cas pratiques, continuez tout simplement à travailler. Travaillez et suivez toujours votre formation. N'hésitez pas. Finissez. Pendant ce temps, nous allons transmettre votre problème. Oui, Diara, nous vous écoutons, s'il vous plaît. Vous avez levé la main pendant longtemps. Diara a sûrement des problèmes. Bien. Nous allons rapidement passer à la communauté de pratique. Communauté de pratique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 4 volontaires feront un compte rendu de ce qu'ils ont compris pendant toute la session. 4 volontaires. Chacun prendra la parole à son tour. Qui voudrait le faire? Il s'agit juste de dire, d'échanger, de dire ce que vous avez compris. D'après vos lectures, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, je vois... Peut-être que les adultes n'aiment pas être mis à l'épreuve. N'est-ce pas? Mais non, rassurez-vous, ce n'est pas pour évaluer. C'est juste un partage. Mais nous le faisons dans nos salles de classe, avec nos apprenants. Alors c'est l'occasion de le faire aussi entre nous. Aucune réponse n'est bête, aucune réponse n'est fausse. Oui, alors pour la communauté de pratique, il s'agit d'un groupe de gens pratiquant le même métier et partageant des intérêts professionnels communs qui peuvent échanger autour de sujets touchant à leur pratique. Oui, là maintenant, oui, nous vous comprenons. Et de cet échange-là, qu'est-ce que vous avez retenu depuis le début de la formation? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez gardé? En fait, parfois, le regard critique des autres nous dévoile nos points forts et nos points faibles. Donc, quand j'ai partagé, par exemple, mes cas pratiques, j'ai pu remarquer, par exemple, qu'il y a certains points qui restent à améliorer et qu'il y a d'autres que je maîtrise déjà assez suffisamment. Donc, parfois, on ne prend pas conscience de la différence du niveau de maîtrise de différentes compétences. Alors, le regard des autres peut nous aider à mieux cerner nos difficultés et nos points forts. Merci beaucoup pour le partage, Farah. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Je voudrais partager. Oui. Il y a la collègue Saïbou. Oui. Je peux y aller? Bonsoir. Bien, allez-y, Saïbou. Ok. En tout cas, pour cette expérience durant le mois, ça m'a permis beaucoup d'avoir une idée un peu large des ressources dans le cadre de ma pratique classe. Vous me suivez? Nous vous suivons très bien. Voilà, je disais que la recherche des ressources, en tout cas, m'a permis beaucoup d'améliorer ma pratique classe. D'utiliser pratiquement l'outil, l'Android, le smartphone, pour beaucoup de choses, même en dehors de l'ordinateur, partout où je suis, je peux accéder à tout ça et puis être un peu tranquille, quoi. Dans ma pratique là, c'est beaucoup plus net. Merci. Merci à vous. Merci à vous.
Oui, je voudrais dire quelque chose. Oui. Bon, moi, particulièrement, avant de faire cette formation, j'avais un besoin. C'était celui d'être pratique. Celui d'être pratique dans le métier qui est le mien. Donc, et j'avais besoin d'être pratique, c'est-à-dire numériquement parlant. Je m'intéresse beaucoup au numérique, mais les compétences numériques, je ne peux pas dire qu'elles étaient pointues ou alors qu'elles sont pointues, mais c'est quelque chose que dans laquelle j'ai été introduite au travers de cette formation, c'est-à-dire que maintenant, je sais que avec mon téléphone simplement, en attendant que j'ai un ordinateur avec mon téléphone simplement, je peux produire des documents. Avec mon téléphone, je peux produire des documents de suivi, d'évaluation. Je peux même faire des rapports dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire que ça, c'est des outils qui me manquaient dans le perfectionnement de mes compétences numériques. Et ça, j'ai pu commencer à les acquérir. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Google Sheet, pour ne prendre que cet exemple, ça a été vraiment dur pour moi, mais j'ai beaucoup appris. Je sais maintenant que je peux facilement utiliser ça pour des projets, pour des activités qui me permettent d'avoir une vue globale statistique de ce que je fais. Et si je veux saisir un document, si je veux travailler, je ne vais plus passer forcément par Word comme je le faisais avant, mais avec Google Doc, je peux facilement rédiger mon document et vraiment être prêt. Donc ça, c'est vraiment du point de vue du perfectionnement des compétences numériques. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu avoir. Bon, c'est pas terminé parce qu'il faut continuer à exercer, mais je suis contente que vraiment ça m'ait déjà introduite dans cela. Donc, avec l'exercice et tout, je vais davantage avancer. Reste là. Maintenant, il y a d'autres aspects comme l'environnement, la sécurité numérique. Les aspects liés à la sécurité numérique, très importants aussi parce que il ne suffit pas de connaître manier le numérique, il faut encore s'entourer de toutes les précautions nécessaires et c'est important de savoir comment se protéger. Ça aussi, j'ai appris et vraiment, moi, je suis très, très contente d'avoir appris tout ça et je compte bien perfectionner. Donc, voilà un peu en gros de quoi je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sorel. Il y a quelqu'un qui a levé la main depuis bien longtemps. Diarra. Oui. C'est Daria. Ah, Daria. Okay. Merci beaucoup. Excusez-moi. Oui. Non, pas de souci. En fait, moi, je voudrais dire que les applications de Google qu'on a utilisées pendant la formation, je les connaissais, mais je ne les utilisais pas du tout. J'utilisais plutôt les produits de Microsoft comme Word, PowerPoint, Excel et autres. Mais grâce à la formation, j'ai découvert qu'ils étaient aussi très utiles. Et j'arrive à me débrouiller quand même, j'arrive à m'en sortir. Donc, grâce à la formation, j'ai découvert l'utilité aussi des autres applications de Google. Et je pense que ça va beaucoup m'aider. Et puis, le partage aussi avec les autres. On essaie d'aider les autres, faire des commentaires. J'aime bien cette ambiance aussi. Merci bien. Merci à vous, Daria. Merci. Et je voulais parler. Oui. Vraiment, moi, je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné la parole. En France vérité, cette formation a été pour moi une occasion de pouvoir une fois de plus approfondir le peu que je connais.
parce que vous nous avez donné un certain nombre d'applications que moi réellement je n'étais pas habitué à utiliser. Et si vous avez constaté, j'ai évoqué tout de suite que j'ai eu des difficultés à pouvoir partager sur la plateforme mes cas pratiques. Et comme un homme, il faut souvent se mettre au défi. Quand vous êtes avec les autres, vous pouvez mieux comprendre, vous pouvez mieux apprendre. Et je sais que le MOOC là a été pour moi une occasion de plus de pouvoir connaître de nouvelles choses avec le temps et avec la pratique et avec les amis, je pourrais approfondir. Et à une chose reste claire, j'étais habitué à utiliser certaines ressources numériques, mais dire que évaluer, c'était ma première fois. Je n'ai jamais pu, je ne savais pas comment il faut évaluer une ressource pédagogique numérique. Mais au sortir de cette formation, vraiment, je sors ici réconforté avec de nouvelles choses. Et comme vous l'avez dit, avec les amis, avec les collègues, vraiment, nous allons nous perfectionner. Nous vous remercions beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris le temps de suivre cette formation. Oui. Merci vraiment. Nous avons encore 2 mains levées, Gaspard et Duico. Duico, s'il vous plaît, nous vous suivons. Ou Gaspard a d'abord pris la parole. Gaspard, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Nous vous entendons bien. Oui, bien sûr. Merci à tout le monde. Je pense aussi au remerciement pour féliciter les organisateurs de ce MOOC que j'ai trouvé particulièrement intéressant, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et toutes mes félicitations pour peut-être d'autres formations qui peuvent nous intéresser. Alors j'avoue que mon rythme de travail est très lent. Je suis un peu en retard par rapport aux autres. C'est pas grave, vous allez le trouver. Je n'ai eu qu'à traiter les QCM. Il me reste maintenant les travaux pratiques. J'avoue que je n'ai pas bien appris mes leçons. Ça va aller. Mais je pense qu'on a assez de temps. D'après vos dires, l'examen de certification, ce n'est pas encore le moment. Donc je pense que chacun apprend à son rythme. Et c'est cela en fait le bénéfice. Chacun peut apprendre à son rythme. Et à la fin, chacun subit le même examen de certification. Alors j'aimerais aussi avoir beaucoup plus d'informations à propos de l'examen de certification. Parce que je suis quelqu'un qui sait à l'avance, qui prévoit. Donc comment je serai noté et comment je serai évalué. Donc je pense que si vous aviez des informations supplémentaires à nous partager, ce serait bien. Alors merci à vous. Bien, l'information que je vais vous donner, c'est par rapport à l'expérience que moi j'ai de l'examen de certification. Je me souviens, le jour de l'examen de certification, c'était un samedi à midi. Et l'examen durait 30 minutes seulement. Donc ça veut dire qu'il a fallu que je quitte de là où j'étais, que j'arrive à la maison en courant. Je dis, bon, les enfants, laissez-moi d'abord travailler. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai allumé l'ordinateur à 11h30. Je me suis installé. Je ne sais pas si ça sera la même chose, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez une série de questions à choix multiples. Vous aurez des questions, vous allez simplement cliquer sur les bonnes réponses. Alors, je ne sais pas, peut-être que cette année, vous aurez plutôt le choix de l'heure à laquelle vous devez vous installer pour faire votre examen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'examen est prévu pour le même jour, mais chacun a son heure bien s'installer. Ça dépend. Nous ne savons pas encore vraiment comment est-ce que ça va se faire, mais ce qui est sûr, c'est que les questions portent sur ce que vous avez appris. On ne va pas aller en dehors de ce que vous avez appris. Rien que ce que vous avez appris. Et l'épreuve, bon, à mon époque, nous on a fait l'épreuve pendant 30 minutes. Je ne sais pas, peut-être que l'épreuve peut durer 1 heure, ça dépend. Ça dépend de la coordination. Donc ça, c'est les réponses que je peux vous apporter par rapport à cela. D'accord, merci M. Christian, c'est bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Ramsès a quelque chose à dire? Ramsès?
Oui, merci. Bonsoir à vous, Monsieur Christian. Bonsoir. Oui, merci. Je voulais partager mon expérience pendant cette formation et le module la dernière semaine, le module de la dernière semaine m'a beaucoup marqué parce que je ne savais même pas qu'on pouvait même évaluer une ressource avant de l'utiliser. Donc pour moi, quand il fallait télécharger, je clique là, je veux les nombres réels, ce qui vient, je prends plusieurs et j'essaie de lire moi-même pour voir ce qui va marcher. Mais grâce à cette formation, je vous remercie, j'ai trouvé les bonnes méthodes pour noter une ressource avant de l'utiliser. Merci encore. Et oui, par rapport au cas pratique en plus, j'ai constaté que nous tous, on est vraiment, je veux dire, analphabètes en informatique. Malgré la petite formation en informatique que je connaissais, dans Google Sheet, je ne savais pas qu'il pouvait avoir des choses merveilleuses comme ça. Dans les tutos que vous avez envoyés en parcourant cela, ça m'a vraiment aidé. Et laissez-moi vous dire qu'avec ça, j'ai découvert encore beaucoup d'autres choses. En suivant les tutoriels, je suis allé encore plus loin et je suis vraiment content. Merci encore pour cette formation. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bien. Je crois que tout a été dit ce soir. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Saïbou. C'est Saïbou qui revient. Oui, nous vous écoutons. Oui, et bon, peut-être ce n'était pas dans l'ordre du jour. Je reviens sur l'attestation lors du service base. On n'a toujours pas eu nos attestations. Ok. Nous en avons parlé avec la coordination vendredi et ils nous ont dit qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, nous vous prions juste de patienter. Ils sont en train de travailler dessus. Merci bien et bonne suite. Vraiment merci. Merci à vous. Regardez Cyril. Vous écoutons. Vous avez sûrement quelque chose à dire. Bien, je crois que nous n'avons plus vraiment grand chose à dire parce que tout a été parcouru de long en large. La question concernant les certificats, les attestations de fait. Oui, nous vous écoutons, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, Cyril. Non, je croyais. Il y a vraiment un problème de retour de votre côté, Cyril. Je ne sais pas si c'est la météo qui fait. Il y a un problème de retour de ton côté, Cyril. C'est pas du tout bon, je ne sais pas pourquoi. Dire un mot de fin. Oui. Oui. Bon, je vais rapidement dire un mot de fin. Alors, chers collègues, vraiment, ça me fait mal. Et quand je dis ça me fait mal, c'est vraiment un pincement au cœur parce que nous avons travaillé ensemble toutes ces 4 semaines. Et je suis sûr que nous allons continuer à travailler ensemble. Ça, je suis sûr. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que vous avez appris pendant ces 4 semaines, vous devez continuer simplement à l'appliquer. Moi, je ne sais pas. Nous allons peut-être nous rencontrer un jour. Quelqu'un peut m'appeler depuis Tananarive, me dit, bon, allez, Christian, tu fais un tour de mon côté, on a une activité. Je vais aussi je vais partir de là-bas, je viens tranquillement. Je peux aussi avoir une activité ici à Douala. J'ai dit, ok, bon, Gaspard, tu viens me retrouver. Ou bien j'appelle peut-être Ibrahim, je lui dis, mon père, est-ce que tu peux me retrouver? En fait, c'est ça, en fait. Nous avons créé une famille, nous sommes déjà une famille.
tout ce que nous allons dire simplement, c'est que appliquons tout ce que nous avons appris. Appliquons tout ce que nous avons appris et utilisons-les à bon escient dans notre pratique en classe. Je suis sûr que demain après-demain, vous aussi, vous allez former les autres collègues. Parce que je suis sûr, demain après-demain, les collègues vont vous demander « Oh, comment tu fais? Comment tu fais ?» Vous allez leur dire « Oui, j'ai appris en faisant telle formation. Je peux te montrer si tu veux. » C'est surtout ça l'important. C'est ça l'important. Quand je vous vois comme ça, là, ça me fait mal au cœur. Parce que je ne sais pas si on va encore se revoir lors d'une réunion comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on est en contact, on est déjà une famille. Et je souhaite beaucoup de bonnes choses à chacun d'entre vous. Vraiment, je ne trouve même pas les mots pour parler. Ouais, je réfléchis même avant de parler. Bon, ce qui est sûr, c'est que on est toujours ensemble. On est toujours ensemble, on garde le contact. Continuons à partager les bonnes pratiques. Parce que ce que je connais, je peux t'apprendre. Ce que tu connais, tu peux m'apprendre. Je ne détiens pas le monopole du savoir. Je peux apprendre de chacun d'entre vous ici. Chacun a quelque chose à m'apprendre. Chacun d'entre vous. Ça, c'est sûr. Déjà, en travaillant avec vous, j'apprends déjà. Bien. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Je vais passer la parole à mes collègues référents s'ils ont 1 ou 2 mots à dire. Merci, Christian. Bon, peut-être que tout le monde ne me connaît pas, comme également je ne vous connais pas également. Mais je voudrais tout simplement vous exhorter à apprendre. Moi, j'ai pris ma retraite il y a cela 3 ans. Je suis à la retraite. Et je continue toujours à apprendre. Actuellement, je suis étudiant à l'université numérique Cheikh Anta Diop. Je fais les sciences de l'éducation. Parce que pour moi, on est médecin un jour, on est médecin pour toujours. On est enseignant un jour, on est enseignant pour toujours. Je vous donne un exemple. Un médecin, par exemple, qui part à la retraite, ne peut pas voir quelqu'un tomber malade et ne pas intervenir. C'est comme également un enseignant qui part à la retraite ne peut pas également voir un enfant faire des erreurs ou un collègue enseignant sans intervenir. Donc, la médecine et l'enseignement, c'est des métiers qui sont dynamiques. C'est des métiers qui bougent. Donc, quand on est enseignant ou médecin, si on ne continue pas à apprendre, nous serons vraiment à déphasage avec l'actualité. Un enseignant doit toujours apprendre, qu'il soit en activité ou bien qu'il soit à la retraite. Pour moi, c'est ça. Il faut continuer à apprendre. Moi, jusqu'à présent, j'apprends. Je fais partie de la 3e session du MOOC Certis et j'ai aussi inscrit cette année-ci pour le MOOC Certis. Et je continue également mes études en sciences d'éducation. J'étais à l'université Gaston Berger pour la gestion d'administration scolaire. N'est-ce pas? J'ai fait cette formation et je continue. C'est après la retraite que je me suis inscrit à l'université numérique Cheikh Amadou Kane. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'examen, il faudra vraiment préparer l'examen de certification. Parce que moi, le certificat que j'ai reçu, c'est signé par l'université Cergy Paris. Donc, c'est un certificat de l'université. Donc, c'est important. N'est-ce pas? Il faudra revoir les ressources, revoir les leçons, essayer de pratiquer. C'est avec la pratique, comme l'a dit Christian, qu'on retient ce qu'on a appris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahima. Bien. Notre collègue Hervé Cyril a des problèmes avec la connexion, mais il est en train d'écrire il nous écrit dans le chat. Bien. Si ça s'est rétabli, nous vous écoutons, Hervé Cyril. Je ne sais pas si maintenant je suis écouté. Oh oui, je vous ai écouté, monsieur. Ok. On espère que ça va nous permettre de parler même 2 minutes avant que ça ne disparaisse. Je voudrais remercier tous les collègues qui sont venus nombreux ce soir.
Et je voudrais également les féliciter pour leur engagement dans cette formation qui est très importante. Maintenant, une chose est d'apprendre à manipuler les technologies, une autre chose est de les utiliser. Je voudrais les encourager et de nous encourager tous d'ailleurs à créer des situations didactiques, des situations pédagogiques qui nous permettent au quotidien de nous exercer à utiliser ces technologies. Et nous sommes sûrs qu'en les pratiquant, nous allons développer d'autres compétences qu'il n'a pas été possible de développer au cours de la formation Certiscol, qui, comme le disait un collègue tout à l'heure, n'est qu'un point de départ. Nous restons disponibles sur notre plateforme Facebook parce que c'est une grande communauté de pratiques qui est en construction. Nous prions les collègues de l'utiliser au maximum, c'est-à-dire que toutes sortes de questions que vous pouvez rencontrer, même après la formation Certiscol, vous pourrez poser ces questions sur cette plateforme et vous aurez certainement une réponse. Nous encourageons également les collègues à réseauter entre eux, c'est-à-dire à tisser des liens professionnels forts, à échanger, parce que le MOOC Certis nous encourage à l'innovation pédagogique avec les technologies. Vous avez vu par exemple la semaine 1, on vous a parlé de la pédagogie inversée. Comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour optimiser le temps de formation, le temps d'enseignement ou alors le temps d'apprentissage des élèves? C'est très important. On peut donc créer des situations qui nous amènent à faire travailler les élèves hors des salles de classe et à les faire travailler également dans des salles de classe, à établir des systèmes de relations pédagogiques à distance. Tout cela est possible avec les technologies. Donc, nous sommes là, chers collègues, pour vous accompagner, pour vous encadrer. N'hésitez pas s'il y a des questions, que ce soit maintenant ou après la formation. Nous sommes disponibles. Et nous vous prions de rester informés en vous connectant ou alors en visitant régulièrement les pages du programme Apprendre de l'AIF, également les pages de l'Université PRJ. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, tout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci bien. Merci beaucoup, Hervé Cyril. Bien. Merci. Surtout, soyons sages, évitons de nous faire arnaquer. Parce que lors de notre dernière réunion, le lendemain matin, j'ai reçu un message, je crois que j'ai partagé avec vous. Vous allez rencontrer ça tous les jours. Soyons très prudents à ce niveau, pardon. Évitons de nous faire arnaquer. Ils vont venir tous les jours vous proposer des choses. Si vous acceptez, tant pis pour vous. C'est vos données qui seront dehors et c'est votre famille qui va peut-être payer les frais. Ou bien c'est votre carrière qui va prendre un coup. Donc n'acceptez surtout pas de propositions venant de n'importe qui. Vérifiez toujours. Bien. Sur ce, est-ce que vous pouvez ouvrir vos caméras pour que je fasse une capture? S'il vous plaît. Je voudrais immortaliser ce moment avec vous. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait une petite seconde, s'il vous plaît. Fermez pas encore vos caméras. Est-ce que toutes les caméras, je ne vois pas toutes les caméras ouvertes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok. Je fais avec ce que je vois. Bien. Vraiment, un grand merci à vous encore. Patientez, pardon. Je suis pas compris. Pardon? Moi, je ne suis pas compris. On ne voit pas mon visage. C'est qui là? C'est Kelly? Ok, je fais une capture. Ah, vous souffrez aussi des mêmes problèmes?
Vraiment, Alexandre, on se met problème. On est dans le noir. Ça, c'est le problème de nous tous. Avec les coupures d'électricité, c'est pas facile. Voilà. On a suivi la réunion dans le noir, donc. Vraiment. Yako. Asia. Asia. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. On reste en contact. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà, merci tous. C'est bien. Merci. Merci à vous.